Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nouvel ultimatum des familles des militaires enlevés qui menacent d'une escalade sans précédent. Le dossier est à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Les premiers peshmerga kurdes venus d'Irak arrivent en renfort à Kobané. La ville syrienne est assiégée par l'État islamique depuis maintenant 40 jours. Les autorités israéliennes ferment l'esplanade des mosquées aux musulmans après un regain de tension. Une déclaration de guerre selon Mahmoud Abbas. Et puis à suivre également dans ce journal, pour Paris, les conditions de livraison du Mistral à la Russie ne sont pas réunies alors que Moscou annonce que le premier navire sera livré en novembre. Nouvelle mise en garde des familles des militaires libanais enlevés qui menacent de recourir à une escalade sans précédent pour obtenir la libération de leurs proches. Elles ont accordé au gouvernement jusqu'à 18 heures pour les informer des détails des négociations. Par ailleurs, la mère du soldat Khaled Mokbel a tenté de s'immoler ce matin, place Riyad Salah où les familles observent un sit-in depuis plusieurs semaines. Une trentaine de militaires sont retenus en otage par les djihadistes du groupe de l'État islamique et du Front al-Nosra depuis les affrontements à Ersal début août. 3 d'entre eux ont été exécutés, dont 2 par décapitation. Et puis le dossier des militaires enlevés à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu au Grand Sérail sous l'égide du Premier ministre Tamam Salam. Le ministre de la Justice, Achraf Lifi, a affirmé que le médiateur qatari s'est rendu ce matin dans la région de Ersal. Il devrait transmettre les nouvelles demandes des ravisseurs. Najib Miati a quant à lui appelé le gouvernement libanais à aider Tripoli à se reconstruire et relancer le développement par le biais de toutes ses institutions. Selon l'ancien Premier ministre, les Tripolitains doivent sentir qu'ils appartiennent à ce pays. Il a par ailleurs réitéré son soutien à l'armée libanaise, assurant que personne ne bénéficie d'une couverture politique. Et puis, sachez que Nabih Berri a convoqué le Parlement à une séance législative mercredi prochain. À l'ordre du jour, notamment le projet de loi relatif à la prorogation du mandat du Parlement qui expire le 20 novembre, mais aussi celui consacré à l'amendement de la loi électorale. Tout d'abord, je souhaite... Excusez-nous, le député Kataib Sami Jmaïel poursuit sa tournée auprès des principaux responsables libanais pour paver la voie à l'élection présidentielle. Il a rencontré le chef des Maradas, Sleiman Frangieh. La veille, Jmaïel s'était entretenu avec le leader du courant patriotique libre, Michel Aoun, en présence notamment du vice-président du parti Kataib, Selim Essayer. Selim Essayer qui est d'ailleurs l'invité de ce journal. C'est un entretien signé Serge Berberi. Tout d'abord, je souhaite mentionner qu'il n'y a pas d'initiative. Il faut prendre l'initiative. Pas d'initiative, il faut prendre l'initiative. C'est-à-dire, il faudrait que les Libanais, enfin, puissent enclencher une dynamique interne qui devrait, à un moment donné, rencontrer une dynamique externe. Je vous dis que depuis quelques jours, nous avons des signaux que les Américains, les Iraniens, les Saoudiens, les Iraniens, depuis les rencontres à New York qui ont eu lieu ici ou là, il y aurait quelque chose qui pourrait se passer au plan régional. Est-ce qu'il faut attendre toujours que les ententes se fassent sur notre dos et que les décisions tombent par le parachute sur le peuple libanais? Il faudrait que le Libanais se saisisse. Il faudrait que nous puissions faire ce qu'il faut faire. Et c'est pour cette raison que je crois, nous avons eu la conviction qu'il faut bouger, qu'il faut jamais abdiquer, que tous les candidats, que tous ceux qui veulent se présenter, qu'ils se présentent, qu'on ouvre le Parlement et qui gagne, eh bien, sera président de la République. C'est la logique qui préside à notre fonctionnement. Or, ce que le général maintient jusqu'aujourd'hui, c'est de dire que je serai le seul candidat. Et donc, il n'y a plus d'élection. Pour cette raison, nous avons parlé de la stérilisation ou de la neutralisation de la démocratie libanaise. Donc, à partir de là, il n'y a pas de secret. C'est pour cette raison dont nous, pour parler avec le général, on n'aborde même pas ce sujet-là de cette façon. Vous voyez, on est en train de dire que si la situation va continuer telle qu'elle, un jour, il y aura fatigue internationale du Liban. Il y aura fatigue interne
nous serons au bord de la débandade et de la faillite économique. On accepterait n'importe qui. Et ce n'importe qui serait une catastrophe, et pour les Libanais, pour leur rôle dans la région, et pour les chrétiens du Liban. Donc, pour cette raison, on est en train de dire, au moins si on n'est pas d'accord sur un président, qu'on soit d'accord sur les critères. Non pas les critères qu'il soit fort ou moins fort, mais ce qu'il va venir faire. Quel est l'agenda, quel est l'ordre du jour d'un nouvel président de la République au Liban? Comment il va traiter la question palestinienne? Comment il va traiter la question des terroristes? Comment il va traiter la question économique? Comment il va traiter la question de l'État et de la souveraineté du peuple libanais sur l'ensemble de son territoire? Comment il va traiter la question de l'exclusivité ou du monopole de la détention de la force armée par les forces légales? Comment va-t-il traiter de la stratégie de défense? Comment va-t-il traiter la réforme de l'État? Et comment va-t-il lui-même procéder à la réforme des prérogatives du président de la République, mais plus encore à l'équilibre, n'est-ce pas, et à la participation au pouvoir? Il n'y a pas un retour en arrière, ni en Syrie, ni nulle part ailleurs. Et de toutes les façons, il faut arrêter de faire de faire ces calculs sur la base des transformations régionales. Il faudrait faire ces calculs sur une dynamique intérieure que nous devons de créer. Si on ne le fait pas aujourd'hui, nous serons vraiment un peuple incapable de jouir de son indépendance politique à quelques jours de l'indépendance, comme vous venez de le souligner. À quelques jours d'indépendance, le Liban donne en tout cas un autre signal de faiblesse pour la communauté internationale, ne serait-ce qu'avec la prorogation du mandat du Parlement qui est quasi inévitable, et les choses en tout cas semblent se diriger dans cette direction. Brièvement, M. Sayed, comment votre parti envisage-t-il en tout cas de gérer ce dossier? La décision est de ne pas accepter. Nous n'allons pas accepter, que nous assistions ou pas à la séance. Notre décision est de ne pas voter en faveur. Si nous allons assister, nous allons voter contre. Ça ne va même pas être un vote blanc. Nous allons voter contre toute loi prolongeant le mandat de l'actuel Parlement. Donc, si vous voulez, quoi faire? Nous sommes dans une impasse. Et c'est comme une poupée russe. Il y a l'impasse de la présidentielle qui s'ouvre sur une impasse parlementaire qui pourrait s'ouvrir sur une impasse gouvernementale. Et donc, c'est comme un effet domino aussi. Donc, une impasse en engendre une autre et fait tomber les institutions l'une après l'autre. Ce qui va laisser le pays sévi par une coutume qui se repose davantage sur l'interprétation du plus puissant, donc du Hezbollah. C'est ça le risque. Est-ce qu'on est en train de jouer le jeu de la participation et du partage au sein du pouvoir? Tout ce pouvoir, nous considérons que tout ce pouvoir qui est mis en place en ce moment n'est pas mithaqi, c'est-à-dire il n'est pas, comment vais-je dire, consensuel, ou bien il n'est pas de l'esprit du pacte national. Tout ce qui passe, parce qu'on ne peut pas faire de mini-pacte un respect de l'esprit du pacte au sein du gouvernement, un respect de l'esprit du pacte au sein du Parlement, mais le grand pacte qui suppose que les chrétiens soient représentés à la magistrature suprême ne soit pas respecté. Tout ce qui va émaner de ce Parlement que nous considérions à ce moment-là illégal sera aussi des lois illégales. Même élection d'un nouveau président? Sauf en ce qui... Nous sommes dans une impasse. C'est ça l'impasse, c'est ça la crise. Les constitutionnalistes ont donné leur réponse, que tout ce qui émane depuis la décision du 8 mars de bloquer le Parlement et de ne pas voter pour un nouveau président de la République est quelque chose d'absurde au niveau du droit. Et donc, c'est un pays qui marche
maintenant sur une logique, comme je vous l'ai dit, d'interprétation donnée par le plus fort à une coutume elle-même qui est viciée, parce que c'est une coutume qui est issue d'un malfonctionnement des accords de Taïf et qui a été interprétée par les Syriens et qui servait les intérêts du régime de la Syrie. Parce que ce Parlement n'élira plus de président de la République. Ce président sera élu pour ce Parlement. Il faut comprendre ce qui se passe. Le Parlement libanais a montré qu'il est un Parlement en tant qu'institution. Je ne parle pas des députés et des parlementaires. Le Parlement, l'institution parlementaire, est tombé en complète désuétude. Il y a une carence, un déficit parlementaire au Liban, parce qu'il a failli à son obligation la plus importante, qui est celle d'élire un président de la République et d'assurer ainsi l'alternance au pouvoir. Dans un instant, qu'a fait Malala Yousafzai du tout dernier prix qu'elle s'est vue attribuer? Réponse après la pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Ils sont accueillis comme des sauveurs. Les Peshmerga venus aider à combattre le groupe État islamique sont arrivés à Kobané, ville du nord de la Syrie, assiégée depuis 1 mois et demi par les djihadistes. Les combattants kurdes irakiens sont arrivés en Turquie d'abord et ont aussitôt pris la route de la frontière syrienne, escortés de blindés turcs. Un autre convoi d'une 40aine de véhicules chargés d'armes automatiques et de lance-roquettes a également pris la route de Kobané, toujours assiégée malgré les raids aériens de la coalition internationale. Les djihadistes cherchent à bloquer la ville vers le nord, la privant ainsi d'accès vers la Turquie. Des affrontements ont opposé ce jeudi jeunes Palestiniens et forces israéliennes à Jérusalem-Est. Benjamin Netanyahou a ordonné le déploiement de renforts significatifs de policiers. Un peu plus tôt dans la matinée, les forces israéliennes ont abattu un activiste palestinien. Nouataz Hijazi était accusé d'avoir tiré hier sur un juif ultranationaliste, Yehuda Glick, qui a été grièvement blessé. Ce rabbin milite depuis des années pour que les juifs puissent prier sur l'esplanade des mosquées, lieu hautement sensible car il est considéré comme un lieu saint, aussi bien pour les musulmans que pour les juifs. Le site a été bouclé. Le président palestinien Mahmoud Abbas a immédiatement réagi, estimant que cette fermeture est une déclaration de guerre. La Suède reconnaît par décret l'État de Palestine. Il s'agit du premier pays de l'Union européenne à le faire. Une décision qualifiée de courageuse et historique par la présidence palestinienne. Pour le chef de la diplomatie israélienne, c'est au contraire une décision malheureuse qui renforce la politique de refus des Palestiniens. 113 pays ont déjà reconnu l'État de Palestine, qui a également obtenu le statut d'État non membre observateur à l'ONU. L'idée fait son chemin dans d'autres pays européens. Malala Yousafzai, la plus jeune Nobel de la paix, vient de recevoir un nouveau prix, celui des enfants du monde. La jeune Pakistanaise va verser le montant de ce prix, soit 50 000 $ pour la reconstruction de 65 écoles de Gaza. Son objectif, aider ces enfants à poursuivre leur scolarité et à obtenir un enseignement de qualité. C'est l'agence onusienne pour l'aide aux réfugiés palestiniens qui veillera au bon emploi de cette somme. Un soldat français a perdu la vie hier au Mali après de violents accrochages dans le nord entre la force française Barkhane et un groupe terroriste. Thomas Dupuis, 32 ans, était sous-officier de l'armée de l'air. Sa mort porte à 10 le nombre de militaires français tués depuis le début de l'opération Serval en janvier 2013. Depuis sa mise en place il y a 3 mois, la force Barkhane se concentre sur 2 fronts face aux djihadistes du Sahel. Son but, arrêter leur résurgence au Mali, mais aussi les couper de leurs bases arrières en Libye. La France a-t-elle autorisé la livraison controversée d'un premier navire de guerre Mistral à la Russie? Oui, si l'on en croit le vice-premier ministre russe, qui a publié une lettre du constructeur invitant Moscou à prendre possession du navire le 14 novembre prochain. Selon Paris, les conditions ne sont pas réunies. Le ministre de la Défense a indiqué que François Hollande conditionne cette livraison à une application intégrale du plan de paix en Ukraine. La vente de 2 Mistral à Moscou a été conclue en juin 2011 sous le mandat de Nicolas Sarkozy pour 1,5 milliard de $. Mais la crise ukrainienne a changé la donne. Le président français devrait rendre sa décision courant novembre. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée.
Nouvel ultimatum des familles des militaires enlevés qui menacent d'une escalade sans précédent. Le dossier est à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Les premiers peshmerga kurdes venus d'Irak arrivent en renfort à Kobané. La ville syrienne est assiégée par l'État islamique depuis maintenant 40 jours. Les autorités israéliennes ferment l'esplanade des mosquées aux musulmans après un regain de tension. Une déclaration de guerre selon Mahmoud Abbas. Et puis pour Paris, les conditions de livraison du Mistral à la Russie ne sont pas réunies alors que Moscou annonce que le premier navire sera livré en novembre. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.